Au tout début du XXe siècle, il y avait ce concept un peu effrayant, popularisé par les anarchistes, la propagande par le fait. Oui. L'idée, c'était qu'une seule action, une action spectaculaire, souvent violente, pouvait en fait court-circuiter tous les discours. Le but, c'était pas de gagner une bataille, c'était de frapper les esprits, de montrer que la réalité n'était pas si solide et que, la révolution était possible. C'est une idée qui semble vraiment venir d'un autre temps. Et pourtant, le point de départ de notre analyse aujourd'hui, c'est que plusieurs sources suggèrent que, pour comprendre l'administration Trump, cette vieille idée est peut-être la clé. La clé la plus pertinente. L'argument central, en fait, c'est que cette administration gouverne moins par la loi que par le spectacle. Une sorte de propagande par le fait, version 2.0. Et ce qui est fou, c'est d'appliquer cette grille de lecture qui vient de l'anarchisme à un gouvernement d'extrême droite. C'est un parallèle pour le moins inattendu. Alors la question est posée, est-ce que c'est juste une formule choc ou est-ce que ça tient la route quand on regarde les exemples ? Justement, pour ça, les auteurs nous emmènent directement au Venezuela. C'est présenté comme le cas d'école. Alors allons-y. Le principe de base, si je comprends bien, c'est que tout le travail législatif, le truc lent, fastidieux, on le met de côté. Exactement. On le met de côté au profit de la puissance de l'image. Du choc. Oui, le but n'est pas juste de faire de l'audimat comme dans la télé-réalité, c'est d'envoyer un message brutal sur les nouvelles règles du jeu. D'accord. Et l'opération au Venezuela, elle n'est pas décrite comme une stratégie militaire ou diplomatique réfléchie. C'est plutôt une leçon de choses à l'échelle mondiale. Une leçon de choses. Oui. L'objectif, c'était de décapiter le régime de Maduro, mais de le faire de manière spectaculaire, presque. Cinématographique. Le plan pour l'après, les textes sont formels. Il n'y en avait absolument aucun. Donc ce qui comptait, ce n'était pas de stabiliser le pays ou d'installer un nouveau gouvernement, c'était l'image elle-même. C'était le produit final. Les auteurs insistent vraiment là-dessus. Le livrable de l'opération, c'était la photo. La photo de Maduro, les yeux bandés embarqués dans un avion américain. Et la conférence de presse, après. Et la conférence de presse triomphale de Trump. Le spectacle de la capture était la victoire en soi, peu importe le chaos qui suivrait derrière. Mais attends, les gouvernements n'ont pas toujours fait des coups de com', des opérations pour montrer leurs muscles. C'est quoi la différence fondamentale ici ? La différence, c'est que d'habitude, le spectacle est au service d'une politique. Ici, le spectacle est la politique. Il n'y a rien derrière. D'accord. C'est un peu comme ces bombardements très médiatisés de prétendus bateaux de narcotrafiquants. L'analyse montre que leur impact sur le trafic de fentanyl était quasi nul. Ah ouais. Mais l'image de l'explosion, elle a fait le tour du monde. Le message de force brute a été reçu. Et c'était le seul objectif. C'est une politique qui fonctionne par flash, par choc successif. Je vois mieux la distinction. Si l'action est le message, quel message l'opération au Venezuela a-t-elle envoyé au reste du monde ? Parce que les conséquences vont bien au-delà d'une simple photo, j'imagine. Alors là, c'est là que ça devient vraiment vertigineux. Un des articles qualifie cette opération de « coup de grâce ». Le coup de grâce porté à l'ordre mondial tel qu'on le connaît depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une affirmation énorme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cet ordre mondial ? On en entend souvent parler, mais ça reste un peu flou. C'était avant tout une aspiration, une promesse. L'idée, incarnée par l'ONU, les cours de justice internationale, c'était de créer des règles communes pour éviter de revivre les horreurs de la guerre. Bien sûr. Évidemment, cet ordre a été bafoué un nombre incalculable de fois, y compris par les États-Unis. Mais la nuance, elle est capitale. Même en violant les règles, on faisait semblant de les respecter. C'est un point qui revient souvent, ça. Cette hypocrisie qui était une forme de respect. L'exemple de la guerre en Irak est assez parlant. Absolument. Pour envahir l'Irak, l'administration Bush a jugé nécessaire de mentir effrontément à l'ONU. C'est terrible, mais paradoxalement, ce mensonge, c'était un hommage à l'institution. C'est voulait dire qu'on reconnaissait sa légitimité. Voilà, on la reconnaissait au point de devoir la manipuler. La rupture avec l'administration Trump, c'est qu'on passe à un mépris total, public et revendiqué. Donc, l'opération au Venezuela a été menée sans l'accord du Congrès, sans celui de l'ONU, en ignorant complètement l'OTAN. Et le fait de l'afficher, de le montrer, c'était ça le message principal. Précisément. Ce n'était plus une violation des règles, c'était une déclaration publique, que les règles n'avaient plus cours, que le seul arbitre désormais, c'est la force. Alors, si on méprise à ce point les règles internationales,
Ça veut dire qu'en interne, le débat, la discussion, le congrès, tout ça aussi est mis de côté. C'est la suite logique. Les dirigeants de ce type sont fondamentalement opposés à ce qu'ils appellent la délibération en tant que telle. C'est simple. Pour eux, le pouvoir ne se partage pas. Le moindre débat, la moindre consultation, c'est déjà un compromis. Une dilution du pouvoir, une faiblesse. Exactement. Il y a une dimension presque philosophique derrière ça. Ah oui? Oui, rejeter le débat, ce n'est pas juste une question d'efficacité. C'est plus profond. La délibération, c'est l'expression d'une idée simple. Nous avons des obligations les uns envers les autres. Discuter, c'est reconnaître l'autre. C'est ça. Et rejeter la discussion en bloc, c'est rejeter ce lien social. C'est affirmer que seul le pouvoir unilatéral compte. Il y a une citation de Stephen Miller, un conseiller de Trump, qui illustre ça de manière glaçante. Il a dit « Nous vivons dans un monde réel, Jake, qui est gouverné par la force, par la puissance. Ce sont les lois d'airain du monde depuis la nuit des temps. » C'est une vision du monde incroyablement brutale. Les lois d'airain du monde. On a l'impression d'entendre un dialogue de Game of Thrones, pas un conseiller de la Maison-Blanche. Ça change complètement la façon de prendre des décisions. Ça change tout. Et cette phrase fait directement écho à la vision du monde de Vladimir Poutine. C'est l'idée que le monde se partage entre quelques hommes forts. Un peu comme après la guerre à Yalta. Les grands vainqueurs qui se partagent les zones d'influence. Voilà. Et dans ce schéma, les institutions internationales, les traités, les droits de l'homme, tout ça, c'est du bavardage pour les faibles. Seul le rapport de force est réel. Et la conséquence, c'est qu'une décision aussi dingue que d'envahir le Venezuela peut être prise sans aucun débat national, sans que personne n'ait son mot à dire. Et cette vision du pouvoir, cette obsession pour la force, elle se traduit aussi par une esthétique. Une obsession de l'apparence. C'est-à-dire? On le voit avec Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Un des textes analyse un clip où il passe les troupes en revue et critique publiquement les soldats gros et ceux qui portent la barbe. Et sa justification? Sa justification, c'est une mauvaise image. Pas l'efficacité, pas le moral, l'image. L'esthétique de la force parfaite devient une fin en soi. C'est fou que l'apparence des soldats devienne une priorité politique à ce niveau. Ça a beaucoup marqué une des autrices, Masha Gessen, qui a grandi en Union soviétique. Elle raconte une anecdote personnelle fascinante. Même en venant d'une famille de dissidents, elle se souvient de l'attrait irrésistible qu'exerçait sur elle l'esthétique soviétique. Ah oui. Le foulard rouge des jeunes pionniers, les défilés parfaitement synchronisés, la puissance visuelle. C'était beau, c'était fort et c'était incroyablement séduisant, même en sachant que c'était le décor d'une dictature. Alors, pourquoi cette esthétique, ce look, est si central pour les mouvements autoritaires? Les textes identifient deux raisons principales. La première, c'est le rapport au passé. Ces mouvements promettent toujours un retour à un passé glorieux, imaginaire. L'esthétique sert à matérialiser ce fantasme. Comme imposer une architecture néoclassique pour les bâtiments fédéraux. Par exemple, c'est une façon de dire « voilà le passé solide, rassurant que nous allons vous rendre ». Et la deuxième raison est, j'imagine, moins innocente. Beaucoup moins. La deuxième raison, c'est la race. Cette esthétique, elle sert à affirmer l'idéal d'un corps racial supérieur. C'est-à-dire? Dans le contexte américain, c'est l'homme blanc, cisgenre, en parfaite condition physique. C'est le modèle projeté en permanence, et les auteurs mettent en garde sur un point essentiel. Lequel? La réponse, ça ne doit pas être de créer une contre-esthétique, une esthétique de gauche tout aussi uniforme. Ce serait tomber dans le même piège. Le vrai défi, c'est de promouvoir une direction esthétique basée sur la diversité, la variété. Et c'est intrinsèquement plus difficile à mettre en scène que la beauté froide de l'uniformité. Donc on a ce flot constant de spectacle, cette obsession de l'image. C'est épuisant. Est-ce que c'est ça le but? L'épuisement. C'est une partie de la stratégie, oui. On a longtemps parlé de la technique de l'objet brillant pour détourner l'attention. Pendant qu'on fait passer une mesure impopulaire, oui. C'est ça. Mais ce qu'on lit ici, c'est qu'on a dépassé ce stade. Ce n'est plus une distraction ciblée, c'est une politique de distraction globale, permanente. Le but est de saturer l'espace médiatique et mental pour que aucune pensée construite ne puisse vraiment émerger. Mais au milieu de ce chaos permanent, des événements d'une gravité extrême finissent par percer le bruit. Le cas de René Good est analysé comme un de ces moments. Oui, c'est un moment qui semble avoir tout changé. Pour résumer les faits, René Good, une manifestante blanche, est tuée en plein jour à Minneapolis. La scène est filmée. Un agent de l'ICE, la police de l'immigration, lui tire dessus.
Et pourquoi les analystes voient ça comme un point de bascule? Des violences policières, malheureusement, il y en a eu beaucoup. Ce qui change tout, c'est que la violence d'État, qui ciblait jusqu'alors quasi exclusivement les minorités, s'abat pour la première fois de manière aussi flagrante sur une manifestante blanche issue des classes moyennes. C'est la conclusion logique d'après les textes de près d'un an de discours qualifiant les manifestants d'ennemis de l'intérieur. Et l'ICE agissait comme une sorte de Force paramilitaire personnelle du président, ils ont fini par appliquer cette rhétorique à la lettre. Et la réaction de Trump a été Particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Il publie la vidéo de la fusillade sur ses réseaux sociaux avec une légende qualifiant la victime d'agitatrice professionnelle. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de défendre le policier. Non, il célèbre et il légitime la violence politique contre ses opposants. C'est difficile de savoir comment réagir à ça. Le fait de non seulement justifier, mais de promouvoir la vidéo, c'est un franchissement de cap majeur, selon cette analyse. C'est la désignation officielle d'un ennemi intérieur et la justification de son élimination physique. C'est un mécanisme classique des régimes totalitaires. Quand on ne peut pas faire la guerre à l'extérieur, on la fait à l'intérieur. Et le cercle des ennemis s'élargit. Sans cesse. Hier, les immigrés. Aujourd'hui, les manifestants. Demain, qui sait? Ce qui est stupéfiant dans tout ça, c'est la vitesse. Les textes soulignent que cette transformation du pays se fait à une allure sans précédent, bien plus rapide qu'en Hongrie ou en Russie. La comparaison est faite avec des pays qui ont connu des révolutions violentes. C'est ce qui rend la situation si difficile à analyser. Et ça pose une question. Cette vitesse, est-ce qu'elle ne cache pas aussi une immense fragilité? Les auteurs apportent des éléments contradictoires. Contrairement à Poutine, Trump n'a jamais eu des taux d'approbation très élevés. Et les résultats des élections de mi-mandat de 2025 ont été désastreux pour son parti. Et puis, beaucoup de ces coups de théâtre, comme les taxes douanières, ont eu des conséquences économiques très négatives pour sa propre base. Exactement. Ça, c'est la vision optimiste. Le système se défend, il rejette la greffe. Mais il y a une autre lecture, beaucoup plus sombre. C'est que la vitesse joue en faveur de l'autocrate. Oui. Les institutions démocratiques, la justice, le Congrès, c'est conçu pour être lent, délibératif. Le temps qu'elles réagissent, le mal est peut-être déjà fait. Et puis, il y a une autre interrogation de fond. Est-ce que nos vieux indicateurs démocratiques, les sondages, les élections, est-ce que ça veut encore dire quelque chose ? Que veux-tu dire? Dans un univers médiatique totalement fracturé, où chacun vit dans sa bulle, avec un système électoral de plus en plus contesté, est-ce qu'on peut encore vraiment mesurer l'opinion publique ou garantir des élections transparentes? C'est une question qui hante plusieurs de ces articles. Et ça nous amène à ce qui est peut-être la question centrale de toutes ces lectures, celle du pacte totalitaire. C'est une idée forte tirée de l'analyse de la Russie de Poutine. L'argument, c'est le suivant. Poutine a proposé un pacte implicite aux Russes. En substance, vous serez plus pauvres, vous aurez moins de liberté, mais vous appartiendrez de nouveau à quelque chose de grand. La Russie sera de retour puissante et crainte. Et l'analyse conclut que les Russes ont accepté. Dans leur majorité, oui. Mais est-ce qu'un tel pacte pourrait fonctionner aux États-Unis? Toute la mythologie américaine, le fameux rêve américain, est basée sur la promesse de prospérité individuelle, pas sur la grandeur impériale. C'est toute la question. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment l'offre de Trump évolue. Au début, la promesse était purement matérialiste. Je vais vous rendre riche. Et progressivement, ça glisse. Ça devient une promesse de grandeur. Une promesse de grandeur impériale, de force retrouvée. Des phrases comme « Nous allons prendre le Groenland » ou « La guerre spectacle au Venezuela ». Ça participe de ce glissement. Donc la grande inconnue, c'est de savoir si les Américains sont prêts à faire cet échange, un peu moins de bien-être économique, contre le sentiment d'appartenir à une nation qui domine à nouveau le monde. C'est la question à 1000 milliards de dollars. En parcourant ces textes, on a donc vu comment une gouvernance qui repose sur le spectacle, sur le mépris du débat, cherche à dynamiter les règles du jeu. Le spectacle n'est pas un simple outil, c'est le moteur de la transformation. Et à la fin de cette plongée, on reste avec deux questions vertigineuses qui sont laissées en suspens. La première, les Américains accepteront-ils, oui ou non, ce fameux pacte totalitaire? Et la seconde, qui est peut-être encore plus angoissante, si leur réponse est non, est-ce que les mécanismes de la démocratie ne sont pas en train d'être détruits à une vitesse telle que leur refus n'aura au final plus aucune importance? Pour finir, il y a une pensée tirée de l'un des textes qui donne à réfléchir. Quand la nation la plus puissante du monde décide, seule, d'annuler l'ordre moral et les règles communes, ce n'est pas juste un acte politique. L'auteur parle d'une agression contre l'espoir.
Une idée à méditer sur ce que veut dire et ce que coûte de préserver l'espoir dans un monde comme celui-ci.